Est-ce qu'il y a des questions? Razak, hein. C'était long là, mais Razak. Razak. Je suis fatigué rien que d'écouter. Hein. C'est vrai? Alors, c'est marqué que la Torah, elle donne la force. Alors, c'est comme quand on fait de la musculation, Richard. Au début, on a un peu j'ai l'air d'avoir de la... Regarde, la force, c'est pas d'inquiétude. Oui, Rabbi, s'il y a un acte de divorce, et puis après, ils vont se réconcilier dans la ville. Ils se promènent dans la ville, vous avez dit, et ils se réconcilient. Maintenant, l'acte de divorce, il a été rédigé. Oui. Alors, qu'est-ce qui devient cet acte de divorce? On le déchire, on l'amène au tribunal, et le tribunal le déchire. Mais s'ils se sont réconciliés, ce qui compte, dans quel cadre la réconciliation est valable? La réconciliation est valable si elle intervient avant que l'acte de divorce soit remis. Si l'acte de divorce est écrit et qu'il n'a pas encore été remis, il n'a aucune valeur. Et même mieux, si l'acte de divorce a été écrit et on ne sait même pas s'ils se réconcilient ou pas, mais juste s'ils se sont isolés dans la même maison, le divorce n'est pas valable. Il faudra réécrire un nouvel acte de divorce si on veut les divorcer. Donc cet acte de divorce, il est, entre guillemets, jamais vraiment authentifié. Parce qu'on a peut-être la signature de ceux qui ont assisté à l'écriture, mais on n'aura jamais la signature de ceux qui ont assisté à la transmission de l'acte de divorce, puisque la transmission n'interviendra pas. Donc, on remet cet acte de divorce au Beddin et le Beddin le déchire et le considère comme nul. D'accord, merci. Ah, mais j'ai une deuxième question. Et quand vous dites il va lui remettre à tel endroit ou alors dans l'endroit supposé, bon, ces conditions-là, il y a deux témoins qui sont présents quand il dit exactement ce qu'il veut dire ou il n'y a pas de témoin? Alors, c'est ce qu'on a dit. Vous vous souvenez qu'on a dit que lorsque les témoins vont assister, il y a deux moments où les témoins doivent intervenir. Les témoins doivent intervenir au moment où le mari transmet à l'émissaire et les témoins doivent intervenir au moment où l'émissaire transmet à la femme. Donc, automatiquement, les témoins, ils sont également présents au moment où lui, il va transmettre. Mais le problème, c'est pas de savoir est-ce que les témoins, ils ont insisté ou pas. Le problème, c'est que le langage du mari n'est pas clair. Et comme le langage du mari n'est pas clair, alors les témoins, ils ont assisté à ce que le mari a dit. Mais les témoins eux-mêmes, ils ne peuvent témoigner objectivement que ceux qu'ils ont entendus et pas d'une interprétation de ce que le mari a dit. Voilà pourquoi Rambam il précise qu'il y a une différence. Si on dit remets-lui dans cet endroit ou amène le guet à cet endroit. S'il lui dit remets-lui le guet dans cet endroit, il fixe sa condition que l'acte de divorce ne peut être transmis que dans cet endroit-là et donc du coup, s'il ne l'a pas transmis dans cet endroit-là, c'est pas valable. Mais si par contre il lui dit amène le guet à cet endroit, il ne fait que désigner un endroit probable où la femme se trouve. Il ne fait pas dépendre le divorce de l'endroit dans lequel la femme se trouve. Et donc à ce moment-là, le guet reste valable, même s'il l'a transmis dans un autre endroit. Merci. Avec plaisir. Rav, oui, dans le cas donc du mari qui voyage, qui s'éloigne de son épouse pendant plusieurs mois et années peut-être même, il a, me semble-t-il, sauf erreur, été dit dans les lois du mariage que le mari devait assurer une certaine sexualité. Et du coup, ça fait une rupture du contrat de mariage, rien que pour ça. Si quoi, pardon? Le mari part. Et il dit, je remets un acte de divorce dans un an, et si je suis pas revenu, etc. Comme vous avez dit, ou 30 jours, peu importe. Mais dans les lois du mariage, est-ce qu'il a été dit, me semble-t-il, que le mari devait, sur l'intimité du couple, assurer voilà, une sexualité avec son épouse. Alors, comment c'est-il qu'il puisse partir un an et qu'il ne prenne pas son épouse? Enfin, voilà. Est-ce que c'est pas une rupture du contrat de mariage? Un divorce ne peut pas être prononcé en tant que divorce s'il n'y a pas d'acte de divorce. Ça veut dire que si un mari ne remplit pas les conditions maritales, on ne peut pas dire que de facto la femme est divorcée. On peut dire simplement que le mari n'a pas respecté les conditions nécessaires au mariage, pardon. Et puisqu'il n'a pas respecté les conditions nécessaires au mariage, il lui devra quelque chose. Dans le même cas de figure, le mari est parti et il n'a pas entretenu sa femme.
C'est pas parce qu'il est parti qu'il n'a pas entretenu sa femme que la femme est divorcée. C'est que le mari n'a pas respecté les engagements qu'il a pris au mariage. Et à ce moment-là, il devra, même si la femme décide de divorcer après, rembourser la période, d'accord, pendant laquelle il n'a pas été en mesure de pouvoir subvenir aux besoins de sa femme. Alors, on ne peut pas dire que l'intimité peut se rembourser en la monnayant, mais on peut estimer que la femme, que le Beddin, ils vont être hommes-din, ça veut dire qu'ils vont estimer le manque que la femme a eu de ne pas avoir le mari à ses côtés pendant telle et telle période. Le divorce ne sera pas pour autant prononcé, mais malgré tout, il sera légitime que le mari paye la valeur que le Beddin va expertiser pour pouvoir parer à ce manque que la femme a eu pendant la période où le mari n'était pas là. Mais c'est en rien un divorce de facto. Ça n'existe pas de divorce de facto. Mais pour compléter la question, supposons qu'il s'en va comme ça, elle n'a pas d'enfant. La femme n'a pas d'enfant, donc elle ne peut pas attendre indéfiniment de ne pas avoir d'enfant. Donc elle ne peut pas la rembourser non plus. Elle n'a pas eu d'enfant. Alors, est-ce qu'elle peut décider, elle, de divorcer et de prendre un mari, quoi. Voilà. Alors, en fait, M. Wakmin, il y a ces deux choses complètement différentes. Avoir des enfants et subvenir aux besoins des enfants. Ou subvenir aux besoins des femmes. Je parle d'avoir des enfants. Parce que là, si elle passe un temps, elle ne peut plus en avoir. Oui, d'accord. Ah, donc vous dites que le temps est passé, et comme le temps est passé… Si par exemple il disparaît pendant 10 ans, donc elle se retrouve âgée, elle ne peut plus avoir d'enfants. Donc là, elle a perdu… Est-ce qu'au bout de 2 ans, par exemple, elle peut dire, bon, voilà, je décide de prendre quelqu'un d'autre parce que je veux avoir des enfants. C'est ce qu'on appelle une femme agouna. C'est ce qu'on appelle une femme dont le mari est parti d'Imdinatayam, dans un territoire lointain, et qu'on n'a plus de traces du mari. Donc évidemment qu'elle va aller après une période, si le mari n'a pas précisé combien de temps il part, et qu'il est parti et qu'il ne donne pas de nouvelles, et que la femme, c'est normal qu'elle veuille bien reconstruire sa vie, ou tout simplement construire sa vie, on va faire intervenir le Beddin, d'accord. D'accord. Le Beddin va estimer des recherches comme on avait stipulé, vous savez, il y a 2 jours avec cette histoire, on n'avait plus de traces des soldats et on voulait savoir ce qui s'était passé. Et le Beddin va estimer, il va faire des recherches pour pouvoir savoir où est le mari. Et le Beddin se prononcera pour savoir est-ce que le mari est encore vivant. S'il est encore vivant, ils feront le nécessaire pour que le mari soit donne un acte de divorce, soit si le mari ne donne pas d'acte de divorce, mais qu'on sait que le mari est encore vivant et qu'on n'arrive pas à avoir de traces claires de lui. C'est une situation qui est extrêmement compliquée, parce que concrètement, personne ne peut se prononcer et estimer qu'un divorce est valable si le mari lui-même n'a pas donné l'acte de divorce. Ou dans certains cas, on estime, c'est le cas d'une histoire avec le Tzemar Tzedek, le 3e Rabbi Lubavitch, où une femme s'est retrouvée à Gouna, elle s'est retrouvée justement seule, parce que le mari était parti. Et le Tzemar Tzedek a réussi à faire prouver qu'en vérité, le mari, d'accord, il était fou. Le mari, il avait perdu la tête. Et si le mari a perdu la tête, alors à ce moment-là, le Beddin peut se substituer pour pouvoir prendre une décision, parce qu'on ne peut pas laisser la femme comme ça indéfiniment. Et donc, dans certains cas, c'est ce qui est possible de faire, c'est le mari, si on arrive à prouver que le mari est fou, de pouvoir légitimiser ce qui peut se passer. Mais il faut savoir que dans la majorité des cas, c'est une situation qui est extrêmement compliquée, et c'est pour ça que pour faire prononcer un divorce, le Beddin est prêt à tout, de ne pas laisser une situation dans une femme comme celle-ci. De ne pas laisser la femme dans une situation telle, sans savoir ce qui va se passer. Merci, Razak. Avec plaisir. On entend la question de Richard. Je vous souhaite, il n'y a pas de question, une très très bonne soirée. Merci beaucoup. Des bonnes nouvelles, et on se retrouve cette semaine pour une nouvelle série de cours. Des bonnes nouvelles à tout le monde. Une bonne semaine. Ciao à tous. À tout le monde. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.